Bonjour et merci de nous accueillir chez vous en ce mardi 16 juin. Voici les titres de votre journal des Outre-mer. Des pesticides potentiellement cancérigènes en vente libre. La ministre de l'écologie a pourtant demandé de les retirer des rayons. Près de 600 embarcations clandestines débarquées sur l'îlot Zamboro l'an dernier. Les habitants réclament des mesures d'urgence. Un as de l'aviation française mis à l'honneur au Salon du Bourget, Roger Sauvage, pilote d'origine martiniquaise, était parti en Union soviétique pour combattre les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Nous en parlerons avec Alain Janin. Les jardineries priées de ne plus vendre le désherbant Roundup, une demande de la ministre de l'écologie Ségolène Royal. Ce pesticide classé par l'OMS comme cancérigène probable pour l'homme est en vente libre. Et au lendemain de l'annonce de la ministre, les magasins spécialisés n'ont rien changé à leurs habitudes. C'est le cas par exemple en Martinique. Le reportage de Delphine Besse et Eddie Belrose. Certaines habitudes ont la vie dure, malgré les mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé, malgré l'appel de la ministre de l'écologie hier, les herbicides comme le Roundup se vendent toujours à l'appel. En rayon, l'on trouve ici plus d'une douzaine de produits différents. La plupart des marques contiennent bien la substance chimique incriminée, le glyphosate. Fortement soupçonné d'être cancérigène pour l'homme et l'animal, il persisterait bien trop longtemps dans le sol malgré l'affirmation des industriels. En France, la vente libre de ces substances sera interdite à compter de 2018. D'ici là, ce magasin, comme les autres, les proposera toujours en rayon, n'en déplaise à Ségolène Royal. C'est pas bon pour l'homme, c'est chimique, c'est pas bon, c'est la santé, ça détruit la santé. Et il y a d'autres personnes qui subissent ces produits. Et si on le met dans son jardin, ça va chez le voisin qui n'utilise pas, ça coule avec la pluie, la nature, et on détruit notre nature, et c'est pas bon. Comme beaucoup, ce jardinier amateur n'est qu'un utilisateur très occasionnel. Mais les récentes polémiques lui ont ouvert les yeux. Comme tout produit qu'on entend qu'ils disent que c'est pas bon, je vois pourquoi, qu'on laisse en rayon pour que les particuliers puissent l'utiliser. Il faudrait l'enlever. Dans cette jardinerie, une alternative, un nouvel herbicide naturel, celui-là, est annoncé pour le mois de juillet. Du pélargonium à base de géranium. Les industriels l'ont bien compris, un nouveau créneau est à prendre, car la demande, elle, est bel et bien là. C'est un nouveau procès que Gaston Floss risque de subir en Polynésie. Le parquet a demandé le renvoi de son affaire de détournement de vaisselle devant le tribunal correctionnel. L'ancien président est soupçonné de recel de détournement de biens publics et sa compagne de détournement de biens publics. Tous deux risquent 10 ans de prison. Le militaire soupçonné de trafic de drogue, toujours en garde à vue en Guyane, l'homme steward de l'armée de l'air, a tenté de faire passer dans sa valise 27 kilos de cocaïne. Casey Weshop et Lise Ramirez. Plus d'1 million d'euros, c'est la valeur de ces 26 pains de cocaïne saisis par la douane en fin de semaine dernière, la plus importante en Guyane depuis près de 10 ans. 27 kilos enduits de ce produit bleu censé masquer l'odeur des stupéfiants. Le tout placé dans la valise d'un adjudant de l'armée de l'air. Mais lors du contrôle des bagages, la drogue est détectée. Ce n'est pas au moment de l'enregistrement. C'est derrière, tout se passe sur le tarmac. Les bagages qui partent du tapis roulant vont ensuite derrière pour être mis dans des chariots qui vont être embarqués. Donc le risque de se faire contrôler, il est ni plus ni moins que d'habitude. Si on est présent, s'il y a un chien présent, il aurait pu passer au travers. Mais s'il était passé au travers, il se serait peut-être fait contrôler par nos collègues à l'arrivée. Âgé d'une quarantaine d'années, le prévenu, basé en région parisienne, exerce en tant que chef de cabine. Il assurait la rotation d'un avion militaire entre Paris et Cayenne lors de son interpellation. La peine encourue, c'est 10 ans d'emprisonnement, plus une amende douanière qui est proportionnelle à la quantité transportée. 27 kilos, il faut savoir que revendu sur le marché à 60 €, ça représente à peu près 1,6 million d'euros. Interrogé par la police judiciaire, le suspect reste en garde à vue jusqu'à ce mardi après-midi, puis sera présenté au parquet pour l'ouverture d'une instruction judiciaire. Une enquête interne a également été ordonnée par le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian.
Autre saisie de drogue importante, celle effectuée au large de la Martinique. 86 kilos de cocaïne ont été découverts à bord d'un voilier. C'est ensuite tout un réseau qui a pu être démantelé avec de nombreuses arrestations en Europe. Plus de détails sur notre site internet lapremière.fr. Arrêtons-nous maintenant sur un véritable fléau à Mayotte. Il s'agit de l'immigration clandestine. Pour tenter d'y répondre, le Premier ministre Manuel Valls, en déplacement dans l'île le week-end dernier, a annoncé le renforcement de l'effectif de la police aux frontières. Mais est-ce suffisant vu les circonstances? Pour en avoir une petite idée, direction le nord de l'île, sur l'îlot Samburu, dossier signé Myriam Issoufali et Daniel Abdou. Une situation courante s'est imposée sur l'île Mtsamboro, l'arrivée en masse de kwassa, parfois en plein jour. Cette agricultrice a assisté à plusieurs débarquements. Ils pensent qu'ils sont arrivés sur Mayotte. Ils viennent nous voir, font le tour de l'île, puis reviennent nous voir. Et là, ils nous demandent où on prend les taxis pour aller sur Mamoudzou. Et là, nous leur disons qu'ils sont sur un îlot. Des agriculteurs victimes de pillages récurrents. Sur le champ de Kolo, les pertes sont considérables. Ils cumulent les maigres récoltes. Avant, je pouvais vendre jusqu'à 1000, voire même 2000 euros d'orange. Maintenant, ce n'est pas le cas. J'arrive à peine à avoir les 300 euros. Ce sont les clandestins débarqués ici qui nous pillent. Donc nous sommes obligés de cueillir les oranges avant qu'elles mûrissent. C'est l'identité même du village qui semble touchée. Mtsamboro est réputé pour sa production d'oranges. Au centre-ville de Mtsamboro, les rues sont calmes, mais la colère gronde chez les habitants. Ils estiment que la politique d'immigration mise en place est inefficace. Il y en a trop et on ne sait plus où les mettre. Il y a vraiment un problème sur l'îlot de Mtsamboro. Je peux vous dire qu'à l'époque de Sarkozy, il n'y avait pas tant d'immigrés illégaux. Depuis qu'Hollande est au pouvoir, la situation est insoutenable. En 2014, 597 kwassas ont été interceptés. Les radars installés sur les montagnes sont inopérants. Les candidats à la traversée sont de plus en plus nombreux. La traversée de l'île Mtsamboro jusqu'ici peut atteindre les 500 €. Et malgré tous les dispositifs mis en place par l'État, cette immigration clandestine ne faiblit pas. Allez, plongeons maintenant dans la mer des Caraïbes. Non loin des côtes de la Guadeloupe, une équipe de scientifiques va durant un mois prélever une partie de la macrofaune marine. L'étude de ces espèces permettra d'établir un inventaire. Rémi de France. Coquillages et crustacés, poissons, échinodermes, anémones, crabes, éponges, céphalopodes. Voilà quelques-uns des animaux que l'équipe scientifique de la mission Carubentos 2 est venue étudier dans les grandes profondeurs de la Guadeloupe. C'est sur l'Antéade, navire océanographique de l'Institut de recherche pour le développement, que se sont retrouvés la quinzaine de scientifiques qui composent cette mission. Pour récolter tous ces spécimens, deux techniques sont mises en œuvre, le chalutage et le dragage. Le chalut n'a pas été très profond par rapport à ce qu'on a fait hier, mais donc les espèces sont très différentes et ça reste différent de ce qu'on peut voir sur les marchés en Guadeloupe par exemple. Les scientifiques doivent tamiser, trier, sélectionner par famille. La précieuse récolte est ensuite rangée et conditionnée sous différentes formes en fonction de la taille et de l'originalité. Ces espèces ne sont pas menacées nominativement parce qu'on ne les connaît pas pour la plupart. Mais effectivement, elles sont susceptibles d'être menacées globalement par les dégradations diverses et variées d'environnement, que ce soit lié au réchauffement climatique ou à des phénomènes de pollution ou de surpêche. Les spécimens recueillis ne sont pas spécifiquement identifiés à bord. Ils seront rapatriés au Muséum d'histoire naturelle de Paris pour être mis en collection et serviront de matériel de référence et de travail pour les différents spécialistes. Le salon de l'aéronautique et de l'espace ouvrira ses portes au grand public vendredi au Bourget. L'occasion de visiter le musée de l'air. Il rend hommage à une escadrille mythique de la Seconde Guerre mondiale. Le régiment de chasse Normandie-Niemen est parmi les aviateurs un héros d'origine martiniquaise, le pilote Roger Sauvage. Pierre Yoven, Philippe Hernando. Roger Sauvage a 20 ans en 1943. Il s'évade de la France occupée. Ce Parisien d'origine martiniquaise est volontaire pour rejoindre un groupe de pilotes de chasse
que le général de Gaulle envoie en Union soviétique pour combattre les nazis. Pour Roger Sauvage, c'est le feu et la lutte à mort contre l'élite de la chasse allemande. Le but pour eux, c'était de pouvoir combattre l'ennemi nazi, l'ennemi allemand. Et la Russie leur offrait cette possibilité-là, donc ils n'ont pas réfléchi. C'était plus simple pour eux d'aller en Russie, simple entre guillemets, mais ils savaient qu'ils pourraient combattre l'allemand, donc ils n'avaient pas d'autre but que celui-ci. Roger Sauvage est l'un des 99 pilotes de la prestigieuse escadrille baptisée Normandie-Niemen. Héros de l'Union soviétique, il abat 16 avions. Encore aujourd'hui en Russie, son nom impose le respect. Comme les autres jeunes pilotes, il a dû apprendre à vivre et à se battre loin de chez lui dans le froid du ciel de Russie. Le climat n'aidant pas, la langue aussi n'aidant pas, mais la camaraderie faisait qu'ils se réchauffaient entre eux. Le 15 juin 1945, au Bourget, une foule immense accueille le retour de ces héros, artisans de la victoire, de la Grande Guerre patriotique. Le capitaine Roger Sauvage survivra à la guerre. Il mourra 30 ans plus tard. Commandeur de la Légion d'honneur, héros de l'Union soviétique, il est le seul pilote de chasse noir de la Seconde Guerre mondiale. 70 ans après la victoire sur le nazisme, ce yak témoigne de la fraternité entre deux peuples, une reconnaissance qu'aurait sans doute apprécié Las Martiniquais, l'un des seuls Français décorés de l'ordre de l'Étoile rouge. Allons plus loin maintenant avec vous, Alain Janin, bonjour. Bonjour Karine. Alors, qui était vraiment Roger Sauvage ? D'abord, j'ai envie de vous dire que c'est une histoire étonnante, une histoire incroyable, celle d'un gars de Ménilmontant né en 1916 à Paris et qui n'a pas connu son père, un jeune soldat martiniquais venu de Fort-de-France et qui sera tué au chemin des Dames, l'offensive sanglante, 1916, la Première Guerre mondiale. En grandissant, Roger Sauvage va se passionner pour l'aviation. 1936, il a 20 ans. On est dans cette France du Front populaire, il devient pilote au mérite. Et puis ensuite, on retient bien sûr l'Union soviétique, on imagine le front de l'Est, les batailles aériennes contre l'élite de la chasse allemande. Pierre Yoven le disait à l'instant, 153 missions de guerre, 18 avions allemands abattus. Alors on imagine le froid, la neige, le sang, la mort. On imagine surtout son sort si lui, pilote français libre, le seul pilote noir de la Seconde Guerre mondiale, avait été capturé par les nazis. Roger Sauvage est l'auteur de 2 livres, Karine, dont le plus célèbre, un de Normandie-Niemen, c'est son titre, devrait être réédité dans quelques mois. C'est son fils Lionel qui nous l'a indiqué ce matin. Et puis bien sûr, au Musée de l'Air, au Bourget, sont exposés la mémoire, les souvenirs, l'avion de Roger Sauvage et de l'escadrille Normandie-Niemen. Merci beaucoup Alain Janin pour ces précisions. Une relation épistolaire maintenant de 3 ans qui se traduit par une rencontre, celle d'enfants séparés par 22 000 km, ce n'est pas rien. Les écoliers de Futuna ont posé leurs valises en Bretagne pour quelques jours. Ils ont ensemble échangé quelques coutumes. Angélique Lebouter, Massimo Bulgarelli et Raël Mouad. Dans le petit village breton, la tradition est respectée à la lettre. Une tradition de Futuna, la cérémonie coutumière. En partageant le kava, la chefferie de Fioua et les élus bretons scellent un jumelage entre 2 écoles du bout du monde et bien plus encore. Plus tard, nos petits-enfants de Fioua plutôt, ils auront des nouvelles familles à Bignan. Et la grande famille bretonne est fière elle aussi de partager sa culture et ses traditions. La musique et la danse, un langage universel, même quand c'est au son de l'accordéon. Et c'est vrai pour les écoliers futuniens comme pour leurs accompagnateurs. Madame la directrice m'a invité à danser avec les enfants et je partage que la joie. Il n'y a pas vraiment une école de danse chez nous. On aperçoit et on mime et après on apprend dans le tas. À Futuna, on apprend aussi à donner de la voix. Et à ce petit jeu-là, les 22 globetrotters du Pacifique l'emportent haut la main. C'est une façon de vivre chez eux, leur culture, mais c'est vraiment intense et c'est vraiment très vivant, très accueillant et c'est vraiment superbe. De quoi faire naître de nouvelles idées, les enfants bretons pourraient se rendre à Futuna en 2018.
Merci de votre attention. L'actualité ultramarine se poursuit sur notre site internet lapremière.fr. À 19h40, Marie Radovic pour Info Soir. Excellent après-midi sur France O et à demain 12h30.